Le pédalo, dans le pédalo de ce soir, c'est la crise. Alors que nous avançons à la force de nos pédales et de nos mollets, l'énergie, elle, manque cruellement. Crise en Ukraine, réchauffement climatique. Et comme dirait quelqu'un, le temps de l'abondance est terminé. Madame Elisabeth Borne, Première ministre, appelle les entreprises à réduire de 10% leur consommation d'énergie. Alors comment réduire de 10% sa facture énergétique? On en parle tout de suite avec la Chambre de commerce et de l'industrie du Maine-et-Loire, accompagnée de l'association Horace. En deuxième partie d'émission, on entendra un reportage Murmure réalisé par Sofia Pavanini qui est allée à la rencontre de l'association des Lucioles, une association de lutte contre les discriminations à l'encontre de la communauté LGBTQIA+, de l'Université d'Angers. Même si nous allons pédaler 10% moins fort, ajustez votre gilet de sauvetage, le pédalo, c'est parti. Le pédalo sur Radio Campus Angers. Arnaud Guillard, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directeur de Horace, une association créée par la CCI Pays de la Loire qui accompagne les entreprises dans leur démarche de maîtrise de leur consommation d'énergie. Thierry Gauchet, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes élu et membre de la Chambre de commerce et de l'industrie du Maine-et-Loire et par ailleurs chef d'entreprise d'une PME à Poincé. Exactement. Avant de commencer, je voudrais que nous réécoutions la déclaration d'Elisabeth Borne à l'occasion de l'université d'été du MEDEF. Chaque entreprise doit se mobiliser et agir. J'appelle donc chacune à établir en septembre son propre plan de sobriété. Si nous agissons collectivement, nous pouvons surmonter ce risque de pénurie. Mais si chacun ne prend pas sa part, ou que toutes les hypothèses défavorables se conjuguaient, nous serions amenés à imposer des baisses de consommation. Si nous devions en arriver au rationnement, les entreprises seraient les premières touchées. Pour les entreprises qui seraient trop fortement impactées, nous pourrions prendre des mesures de soutien adaptées. Celles qui ne se transformeront pas verront leur part de marché, leurs opportunités, leur attractivité et leur capacité à recruter des talents se réduire jusqu'à disparaître, tandis que celles qui s'engageront et investiront sur la transition écologique vont croître, attirer et se développer. Mener à bien la transition écologique est donc dans l'intérêt des entreprises. Elle dit beaucoup de choses, Elisabeth Borne. Comment est-ce que vous avez reçu ces déclarations de Thierry Gauchet en tant que chef d'entreprise ? D'une manière un peu surprenante. C'est vrai on n'a pas attendu Madame Borne pour commencer à agir sur l'énergie. Pratiquement, nous, on consomme pour 1 600 000 € jusqu'en 2021. On est maintenant à plus de 4 millions d'euros. Donc automatiquement, c'est un sujet pour nous. Ça représente pratiquement 10% de notre chiffre d'affaires et c'est pratiquement l'équivalent de la masse salariale. Donc on peut comprendre qu'effectivement, chaque mégawatt économisé est très chèrement combattu. On essaye véritablement tous les jours de réduire nos consommations. Dans ce qu'elle dit, on a presque l'impression que c'est une menace. Si vous ne réduisez pas la facture d'énergie, on vous coupe les vivres. Et c'est place au rationnement. Oui, c'est étonnant. Étonnant. C'est vrai qu'un pays tourne aussi grâce à son économie. Et ces entreprises, Et son économie d'énergie. Oui, mais on doit réindustrialiser en même temps. C'est vrai que nous, justement, on est en train d'investir dans des nouvelles machines. Qui dit nouvelles machines, nouvelle capacité de production, dit aussi plus de consommation d'énergie. Donc là, c'est pas très clair, en fait. Comment on fait pour conjuguer tout ça ? On travaille, bien entendu, avec nos fournisseurs, avec les différentes technologies qu'ils peuvent nous proposer. Nous, on regarde, par exemple, pour la consommation de chaque équipement, comment on peut réduire, comment on peut analyser, à quel moment on doit l'arrêter, à quel moment on doit le redémarrer. Alors, à savoir que nous, on travaille dans la plasturgie, donc le plastique est chauffé par de l'énergie électrique, bien entendu. Et cette énergie, effectivement, ça peut passer entre différents types de moteurs. Est-ce qu'on doit démarrer un produit sur telle ou telle machine ou sur une autre? En fait, c'est d'une complexité assez importante, mais c'est vrai qu'on a des ingénieurs qui y travaillent, des responsables de production qui y travaillent, et un planning de production qui y travaille aussi. Arnaud Guillard, est-ce que c'est possible de réduire de 10% sa facture énergétique ? Ça dépend d'où on part. C'est tout le dilemme, en fait. C'est lorsque vous débutez sur cette transition énergétique, vous avez la volonté d'améliorer votre quotidien et votre économie de charge sur cette partie-là. C'est vrai que le potentiel des 10% est atteignable, mais quand on a déjà, comme le disait Thierry, engagé du changement, de la transition de sa structure dans la maîtrise de l'énergie, les 10% sont déjà acquis et ont été réfléchis. Donc c'est 10% supplémentaires ? Mais jusqu'à quand ? Est-ce que vous avez entendu dans le message d'Elisabeth Borne qu'il faut aller encore plus loin que les efforts qui sont déjà faits, ou bien que ceux qui ont déjà fait les efforts donc sont exemptés ? C'est là que c'est pas très clair, en fait.
Parce que je pense que aussi beaucoup d'industriels sont très engagés, dans toutes ces questions. Nous, on travaille énormément aussi sur notre réduction d'impact environnemental. On travaille beaucoup sur effectivement des produits à base de recyclés. Qui dit recycler, dit aussi consommation de plus d'énergie. Donc, on nous demande de travailler sur la réduction du carbone, mais en même temps, on nous dit qu'il faut maintenant arrêter, l'utilisation de l'énergie électrique, hein. Et là, honnêtement, on est un peu perdu, hein, voilà, qu'est-ce Comment qu'on doit faire? comment vous envisagez votre hiver? Nous, on a été impactés depuis le début de l'année, par un coût énergétique très important. En fait, nos contrats se Nerviola, terminaient oui. en fin 2021. Donc, on était à 1 600 000 € en 2021. On est en 2022, on va finir à 2,5 millions. En 2023, on s'attend à atteindre 5,4 millions de coûts énergétiques, hein, pour 50 millions de chiffre d'affaires et 6,4 millions d'euros de masse salariale, pour vous donner un petit peu, des proportions. Heu, on va se On se dit que là, on sera plus tout seul. Globalement, beaucoup de contrats vont se terminer à la fin de l'année. Donc nous, on est un groupe suédois, hein. On voit nos collègues, par exemple, sur les autres unités, étaient couverts pour 2022 et ils ne sont pas couverts pour 2023 ou couverts comme nous, c'est-à-dire avec un impact énergétique qui va être considérable, hein, qui va être multiplié par 2, voire 3 ou 4, hein. Voilà, Et donc mais si tout le monde est touché, automatiquement, ça va se répercuter dans les prix, hein. Il n'y aura pas de concurrence, avec des gens qui sont couverts et d'autres qui ne sont pas couverts. Élisabeth Borne, mais aussi Emmanuel Macron ont appelé à la responsabilité, collective avant le rationnement. Est-ce que ce mot de rationnement, fait peur? Est-ce que vous avez des entreprises qui vous ont contacté, Arnaud Guillard, après les déclarations d'Élisabeth Borne? Oui, oui, pour savoir ce qu'ils pouvaient envisager, sachant que si, sous quelle forme ça pourrait se présenter, donc on n'a pas encore toutes les indications, mais est-ce que c'est une forme de rationnement, ce qu'on appelle du délestage? C'est-à-dire qu'on élimine une partie de la puissance livrée, donc on demande, à chacun de faire un effort de son côté pour baisser l'appel de puissance pour qu'il y en ait pour tout le monde, pour qu'il y ait un flux électrique réparti, chez tout le monde. Mais est-ce que c'est tenable pour les entreprises qui doivent s'organiser? Parce que ça s'organise dans une production, ça s'organise dans un fonctionnement d'activité, donc ça s'improvise pas. Donc ça laisse peu de temps pour, identifier à la fois le profil énergétique de sa propre entreprise et identifier le potentiel d'effacement ou de baisse d'activité qu'on peut imaginer ou de transition d'activité vers, une partie nocturne. Pour certaines entreprises, c'est ce qu'elles ont envisagé, à savoir, glisser une partie de leur production sur la nuit où il y Oui, aurait mais peut-être moins de risques. glisser sur la nuit, ça veut pas dire réduire de 10, ça veut dire déplacer En fait, le et le pour risque réduire la facture, et payer à la fin, mais par contre, en fait, c'est une la histoire quantité consommée, C'est une histoire de disponibilité d'énergie sur 24 heures. Il faut savoir que les flux de consommation sont variables à la journée. On en consomme majoritairement, on va dire entre 8 et 18, avec des pics à 8 heures, des pics à 20 heures et entre 8 et 18, une entreprise, ça fonctionne. Ça fonctionne d'une manière très stable et continue, voire peut-être variable pour certains des process qu'on peut démarrer au fil de la production. Mais sur la période nocturne, en fait, vous avez beaucoup moins de besoins, beaucoup moins d'appels, de puissance, ce qui fait qu'on pourrait transférer, ce besoin entre, 18 et 6 heures du matin, Ils ont potentiellement. ils ont appelé, également à faire des réductions de dépenses, énergétiques de 10. Heu, Quand on va sur le site de la Chambre de commerce et de l'industrie du Maine-et-Loire, c'est régulièrement le chiffre de 5 d'économie qui est indiqué dans toutes les formations qui sont proposées. Comment est-ce qu'on passe, et qu'on adapte les formations que vous donnez avec l'association Horace pour passer de 5 à 10? Alors, en fait, le pourcentage est en rapport avec les actions qui vont être mises en place. Donc, quelles sont les actions que l'entreprise peut appliquer dans son contexte économique compliqué? Qu'est-ce qu'elle peut investir dans une condition où le coût de l'énergie devient croissant? Et en fonction des actions qui vont être déroulées, dans leur activité, et bah, vous aurez, plus ou moins de pourcentage. En fait, le pourcentage est très subjectif puisqu'il dépend, en fait, de l'ambition de l'entreprise, il dépend de l'engagement de l'entreprise et des actions qui sont potentiellement applicables. Dans ce que vous dites, puisque vous dites que le pourcentage n'est finalement pas vraiment, applicable pour, l'ensemble du monde de l'entreprise, alors qu'Elisabeth Borne, elle, parle de pourcentage. Est-ce que vous trouvez que c'est très du coup, ce chiffre est un peu en décalage avec la réalité du monde de l'entreprise? Alors les 10 en fait, on les connaît, en fait, c'est un pourcentage qui est connu, côté pro. Ça représente en gros un pourcentage de gaspillage qui peut exister en entreprise. C'est-à-dire que quand on n'a jamais rien fait sur l'énergie, on s'est jamais intéressé à cette problématique-là, le potentiel d'amélioration face au gaspillage, à l'organisation et cetera, ça peut représenter 10 hors investissement, juste des réglages, de l'entretien, de l'amélioration légère.
ou à faible coût en tout cas. Donc ça, c'est un potentiel qui existe, mais il n'existe pas pour toutes les entreprises, il faut le savoir. C'est quand on a déjà fait une amélioration continue, une transition de son activité avec une observation à la fois d'impact environnemental réduite, une baisse de charge également pour l'entreprise ou une recherche de performance industrielle, je vais vous dire que les 10%, ils sont déjà faits. Thierry Gauchet, vous avez déjà fait cet effort de réduction de votre facture énergétique, pour, économiser donc ces 10. Concrètement, si jamais vous deviez donner des conseils concrets, à d'autres entreprises qui potentiellement, seraient en train d'écouter Radio Campus Angers, comment est-ce qu'on fait pour réduire et arriver à cette économie, de 10 d'énergie de manière assez simple? Bah, déjà, commencer par, enfin, ce que tout le monde, sait aujourd'hui, remplacer les éclairages par des éclairages LED. C'est ce qu'on a fait depuis quelques années déjà. Changer le type de motorisation de nos équipements, et puis nous, surtout, c'est d'arrêter des machines qui sont pas forcément nécessaires au moment de la production. Ça, c'est vrai qu'il y a aussi une question de culture, de demander à quelqu'un, effectivement, comme on demande à quelqu'un d'éteindre sa lumière quand on sort d'une pièce, bah, nous, c'est pareil. Des fois, les gars, ils vont se dire: «Bon, bah, la machine, elle tourne, elle va redémarrer dans 3 heures. Bon, je vais pas l'arrêter intégralement», voilà, ça c'est ce genre de choses. C'est plus des questions de pratique et de motivation des gens. Ça peut être plus compliqué pour eux aussi. C'est-à-dire que si la machine est arrêtée, il faut tout redémarrer, il y a tout un processus à relancer. Donc il faut vraiment trouver des motivations. Donc quelque part, là, leur La job va motive être en danger, donc ils vont bien entendu avoir une motivation supplémentaire. Et c'est vrai qu'on y travaille depuis de nombreuses années et voilà, on progresse petit à petit. Les nouvelles générations sont plus sensibles à ça aussi. Donc c'est vrai que ça peut, on avance petit à petit, pas à pas. Voilà. Est-ce que vous avez, sensibilisé d'autres entreprises auprès de vous en tant qu'élu à la chambre de commerce et de l'industrie à toutes ces questions-là? Bah, Je peux exem on en parle assez régulièrement avec d'autres chefs d'entreprise, hein. On a dans le cadre de la CCI, dans le cadre de Polivia aussi, notre syndicat de la plasturgie, on en parle tout le temps en fait, de ces consommations d'énergie. En plus, comme je vous disais tout à l'heure, on est engagé dans une transition aussi, écologique, d'autonomisation aussi par rapport aux matières premières. On recherche aussi à relocaliser un maximum de production. Toutes ces questions, on en parle tout le temps en fait. Ça fait vraiment partie de nos stratégies, industrielles, hein. Et ça, c'est des choses qui sont nouvelles ou ça fait déjà une dizaine, quinzaine d'années que ça existe? Bah, nous, on a commencé le recyclage, dans les années 80, donc ça fait vraiment très longtemps. C'est vrai que la question est en pleine accélération, vraiment en pleine accélération. Nous, on vient justement d'être favorisés par notre groupe de nombreux investissements pour accélérer encore dans les performances qu'on a pu avoir sur ces sujets. Donc effectivement, ça devient de plus en plus sensible et aussi, effectivement, comme je disais, pour l'autonomisation, aujourd'hui, on maîtrise plus du tout nos matières premières, donc le fait de pouvoir en réintégrer, de pouvoir les produire chez nous, ça a beaucoup de sens. Combien d'adhérents, compte l'association Horace? Aujourd'hui, on est à 138 adhérents. C'est en croissance. Le contexte est plus que favorable, puisque les entreprises viennent chercher de l'information, du sens, de l'organisation, tout en respectant leur contexte. C'est la difficulté, c'est que s'engager dans la transition énergétique, c'est un projet complémentaire dans l'entreprise, en plus de la production qu'elles doivent assurer, quel que soit leur type d'activité. Et donc de ce fait, voilà, c'est pas un nouveau poste qui va être créé pour traiter l'énergie, il s'avère que c'est un poste existant qui va supporter ce nouveau projet. Donc ça s'organise dans l'entreprise, ça se prépare. Une transition énergétique, ça se fait pas, je dirais, En 2 mois comme suggéré par Elisabeth Borne? ça peut se faire en 2 mois, ça justifie du temps à passer. En fait, il y a une proportionnalité, toujours qui va avec, l'engagement dans un projet. C'est-à-dire que si vous mobilisez quelqu'un 2 mois sur ce même projet, automatiquement, ça va avancer fortement. Mais on sait que cette même personne, elle s'occupe peut-être de la maintenance, elle est peut-être, responsable qualité, sécurité, environnement, donc elle a plusieurs charges, dans son activité quotidienne, qui fait qu'on sait qu'elle ne peut pas passer, 24 heures, enfin l'équivalent de son temps plein sur le sujet. Thierry Gauchet, combien de temps vous avez mis, vous, pour réduire votre facture énergétique de 10? Je dirais, une dizaine d'années, à peu près. Voilà et c'est vrai que ça nécessite très souvent des investissements conséquents, par exemple, changer de type de motorisation, bah, c'est Oui, cher. parce que tout à Voilà. l'heure tout à l'heure, Arnaud Guerre, vous parliez Mmh. d'économie hors investissement. Là, tout de suite, vous dites changer de moteur. Oui, bah, c'est vrai qu'après c'est dans les comportements. Là, je pense que c'est le plus rapide, Ouais. clairement et là, Vous avez, ce qu'on explique souvent dans cet apprentissage du management de l'énergie, c'est que vous avez 4 piliers sur lesquels vous pouvez vraiment agir dans la maîtrise de l'énergie. Vous en avez un qui s'appelle la maintenance, c'est-à-dire bien entretenir son matériel, c'est éviter des dérives de consommation par l'encrassement,
les accidents de fonctionnement, etc. Donc ça, c'est un premier point qui peut être travaillé. Ça peut être accentué. Pour pas mal d'entreprises, c'est déjà bien géré, mais ça peut encore être amélioré. Le deuxième, ça va être l'organisation. C'est à quel moment je consomme. Donc là, on est plus sur un volet économique. C'est ce que je peux consommer avec des coûts énergétiques nocturnes, notamment sur l'électricité, moins importants. Donc ça me permet d'équilibrer mes charges sur la production. Mais je peux aussi avoir des systèmes qui me régulent de manière autonome, mon chauffage, mes fonctionnements, arrêt machine. Voilà, il y a plein de possibilités. À chaque fois, il faut se poser la question de savoir si c'est applicable. Vous avez bien sûr la rénovation. Alors là, du coup, on est sur des notions d'investissement. Rénover un système motorisé, choisir une nouvelle motorisation adaptée sur un process, ça demande un regard un peu plus pointu et expert sur ces sujets-là. Et donc, du coup, ça peut prendre plus de temps, ça peut avoir un coût supplémentaire. Et puis le pilier central, on va dire, de tout ça, c'est la sensibilisation. C'est comment vous embarquez 100% des salariés dans ce challenge, parce qu'une entreprise, c'est un ensemble de personnes qui vont contribuer à des flux de consommation aléatoires. Et c'est comment tout le monde y est attentif, tout le monde y est sensible pour qu'on arrive à une sobriété énergétique partagée. Thierry Gauchet, est-ce que vous avez rencontré des réticences de la part de votre équipe, des salariés, de vos collaborateurs quant à cette démarche de transition que vous avez engendrée? Non, je pense que tout le monde est assez motivé pour travailler sur ça. En fait, on est sensibilisé aussi, mais enfin, globalement, même dans la société civile, dans la partie la plus large, hein. Après, je pense que c'est des fois une prise de conscience, hein, toute bête, voilà, de ce que ça peut avoir comme impact, telle ou telle ou telle action. Donc, ce que je commence à voir, c'est que des gens discutent entre eux. Et ça, je trouve que c'est déjà, voilà, ça c'est un vrai progrès. Que ça ne vienne pas forcément de la direction, il faut faire des efforts. Des fois, ils se disent: «Ouais, il est bien gentil, mais quelque part, ça nous complique la tâche pour faire des économies, on ne sait pas trop de quoi». Là, quand ça commence à venir de tout le monde, là, ça commence effectivement à avoir des impacts intéressants. Vous avez un exemple concret? Oui, là dernièrement, j'ai quelqu'un de la maintenance qui est venu me dire: «Ah, ils avaient encore laissé tous les ventilateurs sur les machines, je comprends pas». Et c'est vrai qu'après, il faut aller voir les gars de la production, leur demander: «Mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi vous avez fait ça?» «Bah oui, mais je devais redémarrer la machine, j'avais d'autres trucs à faire au même moment. J'ai bien compris qu'il y avait des choses, mais bon, j'aurais pu faire mieux». Bon, c'était pas simple. Donc effectivement, il ne faut pas non plus que ça crée des tensions dans les équipes. Pour nous, il faut que les gens travaillent ensemble, que ce soit vraiment constructif et que des fois aussi, ce qui peut paraître une bonne idée n'est pas forcément une bonne idée dans la réalité. C'est-à-dire qu'on va avoir l'impression qu'on va faire une économie, mais après, nous, il va falloir qu'on refasse chauffer les machines. Et en fait, parfois, la consommation d'énergie pour faire chauffer une machine, de garder son inertie thermique, ça aussi, c'est à calculer, quoi. Quel est le vrai intérêt? Et ce qui peut paraître une bonne idée tout de suite n'en est pas forcément une. Est-ce qu'à Horace, vous arrivez à accompagner justement dans tous ces process de réflexion, de calcul, les entreprises qui vous sollicitent et qui sont adhérentes à votre association? On essaye en tout cas, parce que gérer l'écosystème d'Horace, c'est à la fois des compétences à l'interne, mais c'est aussi des experts qui font partie de nos adhérents, qui accompagnent sur différents sujets, je dirais, en relation avec les activités industrielles principalement, et qui apportent justement ces regards d'amélioration, cette mesure et cette performance attendue auprès des entreprises. Mais on a également au sein même de cet écosystème d'adhérents, des structures enseignantes qui amènent aussi de la compétence, un capital compétence dans l'entreprise, parce que la transition énergétique, ça va aussi avec ce capital-là, puisque ça doit s'ancrer dans l'entreprise. Donc il nous faut ce capital compétence pour pouvoir le piloter. Et voilà, tout l'écosystème doit répondre aux besoins en tout cas. Je vais vous poser une question commune. Est-ce que vous trouvez logique finalement que, enfin, le monde de l'entreprise soit responsabilisé quant à sa consommation d'énergie par une déclaration, aussi ou le soit-elle, d'Elisabeth Borne, quand on sait que des efforts sont demandés aux Français et aux Françaises au quotidien, de manière individuelle? On est aussi des citoyens, hein. Donc effectivement, les sensibiliser comme tout un chacun à ces questions, bien entendu. On a plutôt envie que notre pays soit performant, qu'on garde notre niveau de vie, que tout le monde puisse en profiter et prospère autour de ça, bien entendu, on est sensibilisé. Peut-être même plus que le commun des mortels, parce qu'on voit véritablement l'impact que ça peut avoir. Ce sont des valeurs en fait qui existent déjà dans les entreprises, hein, les valeurs de protection de l'environnement, de sensibilité à la décarbonation, ça existe déjà. Le message politique d'Elisabeth Borne est quand même fort, c'est-à-dire que c'est pas souvent qu'on a entendu les personnalités politiques s'exprimer quant aux efforts que doivent réaliser les entreprises dans la consommation d'énergie, dans la réduction de la consommation d'énergie. C'est un risque, c'est devenu un risque majeur qui ne l'était pas avant. Mmh. Ce risque majeur met de l'insécurité à l'existence des entreprises. Donc maintenant, est-ce qu'on en fait une force? Est-ce qu'on en fait Oui, comment l'utiliser?
Je pense qu'aujourd'hui, en fait, on peut traduire cette volonté de sobriété énergétique, 10%, 5%, peu importe, le pourcentage est peu impactant, on va dire. Quel sens on lui donne? Et aujourd'hui, on peut donner, on peut changer le vocabulaire, parce qu'on peut parler de performance durable, des entreprises, parce que ça existe et les entreprises y sont sensibles. Elles ont une logique de développement qui intègre, la décarbonation, qui intègre la performance industrielle et l'économie de charge également. Donc, la sobriété énergétique, faut aussi changer ces vocabulaires qui font peut-être des fois un petit peu peur. Ces 10% font certainement peur, mais ça se traduit par de la vraie performance de production. Dans un article paru dans Le Monde aujourd'hui, il est également fait mention, et tout le monde l'aura noté, de l'augmentation du prix de l'énergie, surtout vous, évidemment, à Thierry Gauchet. Je cite le témoignage de ce chef d'entreprise. Donc, je cite: «J'ai extrapolé sans inclure les taxes qui sont de l'ordre de 30% et j'arrive à une augmentation de 51% des prix pour une consommation moyenne de 43 000 kilovoltampères.» Comment est-ce que vous êtes un peu dans la même, situation au niveau des prix? Est-ce que finalement de réduire la consommation d'énergie a également un impact sur la santé financière de votre entreprise? Oui, tout à fait, comme je disais tout à l'heure, hein, c'est vrai qu'on est passé d'1 600 000 en 2021 à 4,7 millions cette année, on va passer à 5,4 millions l'année prochaine. Donc l'impact est absolument monstrueux. Pour donner une idée, on était à 3 ou 4 centimes par kilo, transformé, et on arrive maintenant, autour de 15 centimes. Donc, l'impact sur la vente de nos produits va être énorme et c'est vrai qu'on peut l'attendre aussi, globalement pour, tous les composants, qu'il va y avoir autour, heu, de notre consommation de tous les jours. Et pour nous, c'est pareil. Aujourd'hui, c'est la partie visible qu'on peut identifier en interne, mais il y a tous les composants qu'on va acheter. Quand on va acheter du bois, du papier, bah, là aussi, il y a énormément consommateur d'énergie. Donc, On le voit actuellement sur le granulé bois, hein, parce pour produire de l'énergie, il faut en consommer aussi, hein. C'est valable pour une centrale nucléaire, c'est valable pour un granulé bois. On a besoin de chaleur pour le transformer et de ce fait, tout c'est une boucle qui s'opère, quoi. On est dans une, et pour conclure, on est dans une vraie urgence aujourd'hui, un besoin de réaction de la part, de tout un chacun quant à la réduction du bilan carbone de manière générale. Est-ce que finalement ce serait pas un argument ça, le fait que ça coûte moins cher, en fait, finalement, de réduire sa facture énergétique? oui. Ça coûte moins cher, donc pourquoi pas ne pas lancer ces investissements? Pourquoi pas vraiment s'engager totalement dedans? Ce serait peut-être l'argument qui marcherait le mieux pour ce monde entrepreneurial. Bah, ce qu'il faut surtout éviter, c'est faire la confusion entre la consommation carbone et la consommation d'énergie. C'est totalement différent, justement, on a besoin d'énergie pour réduire notre consommation carbone. Oui, Voilà, c'est juste c'est vrai qu'il non, y vous a avez raison. on fait souvent effectivement des amalgames et je pense que c'est typiquement, c'est très important de discuter, très important de débattre et je pense que la société dans sa globalité doit aussi participer à ces débats. Parce qu'effectivement de retirer un petit élément, bah, ça peut avoir un impact, sur toute la chaîne. Et je pense qu'il ne faut pas pointer du doigt particulièrement telle ou telle activité ou telle. En fait, tout le monde, je pense, a un rôle à jouer ça ne peut fonctionner que si on travaille ensemble d'une manière coordonnée et en essayant de dire: «OK, j'ai pensé à ça, est-ce que tu penses? Ouais, mais attention, moi je vais avoir ça ou ça comme impact, donc tu vas peut-être gagner là, mais moi je vais perdre complètement à côté». Nous, on travaille avec le monde agricole, par exemple, on pourrait dire: «Bon, on va arrêter de produire du film pour, l'alimentation des animaux». OK, et ben, où est-ce que je vais trouver mon alimentation? En Amérique du Sud. Je vais aller acheter des tourteaux de soja pour nourrir mes vaches. OK, bah, c'est pas très malin, en fait. Voilà, vaut peut-être mieux qu'ils vont continuer à produire du film, que les gars puissent être autonomes alimentairement et qu'on puisse continuer à pouvoir manger en France sans avoir à dépenser 50% du prix, de la viande ou même de végétaux, hein, qui vient de l'étranger, quoi. Donc c'est pas simple, en fait. C'est assez complexe. Mmh. Merci beaucoup Arnaud Guillard et Thierry Gauchet d'avoir répondu à nos questions sur Radio Campus Angers. Je rappelle, membre de la Chambre de commerce et de l'industrie du Maine-et-Loire et de l'association Horace. Tout de suite, petite